Le silence. Pour la plupart d'entre nous, ce mot évoque la paix, la tranquillité ou le vide. Mais si je vous disais que le silence n'est parfois pas un effondrement, mais un moment de naissance? Et si le silence était la plus bruyante des déclarations de guerre, la ligne de démarcation la plus nette et la plus terrifiante des transformations? Carl Gustav Jung, l'un des plus grands génies de la psychiatrie du XXe siècle, a remarqué quelque chose dans les profondeurs de l'âme humaine. Il a vu un potentiel caché chez ses patients les plus fragiles, ceux qui souffraient le plus, ceux qui étaient étiquetés par les autres comme hypersensibles. Lorsque Jung a été témoin de cette transformation, il lui a donné un nom, le protocole silencieux. C'est ce moment terrifiant où un empathe. Cette personne qui absorbe les émotions des autres comme une éponge. Cesse de se justifier. Alors, que se passe-t-il à cet instant? Qu'est-ce qui transforme un parangon de gentillesse et de compréhension en une force inébranlable face à la manipulation émotionnelle? Aujourd'hui, nous allons être témoins de l'histoire des âmes brisées, de la clinique de Jung, de la façon dont un don s'est transformé en malédiction, et comment cette malédiction a évolué en une puissance ultime. Chapitre 1. La clinique de Zurich et les blessures invisibles. Imaginez Zurich. Les portes de la clinique de Jung sont remplies d'âmes qui n'ont pas réussi à s'adapter au monde. Mais un groupe de patients attire particulièrement l'attention de Jung. Ce sont ceux qui portent des blessures invisibles. Ces personnes commencent à parler dès qu'elles entrent dans la pièce, en s'excusant de prendre de la place. Elles portent sur leurs épaules le fardeau de chaque relation ratée, de chaque dispute. Elles n'en finissent pas de parler du comportement abusif de leurs parents pendant des années, de leurs conjoints infidèles, de leurs amis manipulateurs qui les ont utilisés. Mais avec une différence. Elles ne les accusent pas. Elles trouvent des excuses pour eux. Je sais, mon père a eu une enfance difficile. En fait, ce n'est pas une mauvaise personne, il est juste très stressé. Je sais qu'il m'aime, à ce moment-là il était juste en colère. Jung ne voyait pas un groupe de victimes en face de lui. Il voyait des gens qui étaient devenus des fabricants professionnels d'excuses pour le comportement toxique des autres. Ils minimisaient constamment leur propre douleur tout en expliquant la cruauté des autres, portant un sentiment de culpabilité qui ne leur appartenait pas, comme un manteau. Chapitre 2. Des génies psychologiques cachés. Mais Jung a remarqué quelque chose de choquant juste sous la surface, au plus profond de ces récits douloureux. Ces gens n'étaient pas des victimes. Ils étaient des génies psychologiques cachés. Jung a découvert que ses patients ne se contentaient pas de le ressentir, mais qu'ils tenaient des archives inconsciemment. Ils étaient des bases de données de psychologie humaine ambulantes. Pendant des années, ils avaient documenté les schémas comportementaux de tous ceux qui les entouraient avec une précision scientifique. Ils savaient exactement quels mots déclenchaient la colère de leur mère. Ils avaient cartographié à leur près le programme de consommation d'alcool de leur père. Ils pouvaient prédire l'humeur de leur partenaire avant même qu'ils n'entrent dans la pièce, rien qu'à ses pas. Ce n'était pas de la divination. C'était de la lecture de données. Jung a donné un nom à cette capacité, perception différenciée. C'était la capacité de traiter l'information émotionnelle à une vitesse et avec une précision que le reste de la population avait du mal à comprendre. Leur cerveau fonctionnait comme un logiciel de reconnaissance de forme avancée. Ils voyaient ces micro-expressions d'une fraction de seconde que les autres manquaient. Ils entendaient ce léger changement de ton dans la voix. Ils savaient reconnaître un mensonge, non pas par déduction logique, mais avec un radar psychologique instantané, en le ressentant dans leurs entrailles. C'était un don, une capacité extraordinaire. Alors, comment ces génies sont-ils arrivés à la clinique en tant que victimes brisées? Chapitre 3. Le don devenu malédiction. Parce que la société avait transformé ce don en malédiction. À un moment de leur vie, ces empathes ont essayé de partager ces schémas qu'ils voyaient. Ils ont exprimé cette tension étrange dans la pièce, ce sourire hypocrite, ce danger imminent. Et savez-vous ce qu'ils ont entendu en retour? Tu es trop sensible.
Tu exagères tout. Tu fais juste du drame. Tu es encore paranoïaque. Leurs familles leur ont dit qu'ils imaginaient des choses, leurs partenaires qu'ils cherchaient les problèmes. Le message qu'ils recevaient était clair et brutal. Tes perceptions sont fausses. Tes sentiments sont invalides. Ta réalité n'est pas réelle. Voilà. Le vrai dommage. Selon Jung, les empathes ne perdaient pas la raison parce qu'ils ressentaient trop, mais parce que leurs sentiments étaient constamment et systématiquement invalidés. Ce déni constant créait une scission psychologique. Ils ont développé une méfiance envers leurs propres instincts, envers leurs propres super-pouvoirs. Peut-être que le problème, c'est vraiment moi. Et ils se sont condamnés à une prison de doute dont ils ont eux-mêmes fermé les verrous. Chapitre 4. Les archives invisibles et la phase de victime. Alors, qu'en est-il de cette extraordinaire capacité de perception différenciée? Est-elle morte? Non. Jamais. Elle est juste devenue clandestine. Les empathes ont cessé d'exprimer ce qu'ils voyaient et ressentaient. Mais ils n'ont jamais cessé d'enregistrer. La collecte de données continuait. Elle se faisait juste en silence désormais. C'est là que commence ce que Jung appelle la phase de victime. L'empathe devient un amortisseur émotionnel pour chaque environnement toxique dans lequel il entre. Il prend sur lui tout le dysfonctionnement de la famille, tout le fardeau émotionnel du partenaire. Il devient un nettoyeur émotionnel qui nettoie les déchets psychologiques que les autres répandent. Et tout en faisant cela, il continue de s'excuser de ne pas être assez bien. Mais, pendant tout ce temps, dans ce silence, quelque part dans l'inconscient, quelque chose se construisait. Jung appelait cela les archives invisibles de l'empathe. Ces archives contenaient un profil psychologique complet de tous ceux qui leur avaient fait du mal, les avaient manipulés, les avaient rabaissés. Chaque point sensible de leurs agresseurs. Chaque insécurité. Leurs peurs les plus profondes. Chaque point faible. Il les connaissait par cœur. Mais cette information, cet arsenal, ils ne l'ont jamais utilisé. Pas une seule fois. Ils avaient utilisé cette intelligence non pas pour la destruction, mais seulement pour la compréhension. Jusqu'à ce jour-là. Chapitre 5. Le déclencheur, la goutte d'eau et la clarté glaciale. Cet équilibre délicat, cette douleur silencieuse, ne pouvait pas durer éternellement. Jung a découvert que dans tous ces cas, il y avait un événement unique et constant qui déclenchait la transformation. C'était la trahison. Mais pas une simple trahison. Pas une petite déception, pas un conflit ordinaire. C'était une trahison profonde, indéniable, qui déchire l'âme, venant de la personne en qui l'empathe avait le plus confiance, celle qu'il avait protégée toute sa vie, celle pour qui il s'était sacrifié. Une infidélité découverte après des années d'engagement. Une dernière cruauté d'un parent après des décennies d'excuses. À cet instant, lorsque la preuve indéniable de la trahison s'est présentée à l'empathe, quelque chose de cataclysmique s'est produit dans leur esprit. Ces milliers de fichiers de données accumulés dans ces archives invisibles pendant des années. Ces milliers de drapeaux rouges. Ces milliers de voix intérieures ignorées se sont soudainement cristallisées. Elles se sont toutes ouvertes en même temps. Jung a appelé ce moment l'effondrement du système de défense empathique. Pendant des années, l'empathe avait utilisé son intelligence et sa perception pour protéger l'agresseur, trouver des excuses, recadrer la cruauté comme une incompréhension. Mais à cet instant de trahison, ce système de défense vola en éclats. Les excuses prirent fin. Les illusions se brisèrent avec fracas. Il ne restait que une clarté glaciale, douloureuse, mais parfaite. La phase de victime était terminée. Chapitre 6. Le protocole silencieux s'active. Et c'est à ce moment-là que le protocole silencieux s'active.
De l'extérieur, on pourrait croire que l'empathe s'effondre. Car il cesse d'avoir ses comportements habituels. Il n'essaie plus de se justifier. Il ne se dispute plus. Il ne négocie plus. Il ne pleure plus. Il ne se bat plus pour prouver la validité de ses émotions. Le manipulateur tente ses tactiques habituelles. Mais l'empathe ne réagit pas. Il essaie de le culpabiliser. L'empathe n'est pas affecté. Il se met en colère. L'empathe observe calmement. La chose que le manipulateur craignait le plus est arrivée. L'empathe est juste devenu silencieux. Ce que Jung a découvert, c'est que ce moment n'est pas un effondrement. C'est une percée. C'est la naissance de quelqu'un qui choisit de faire confiance à ses propres perceptions plutôt qu'aux mensonges des autres. C'est la naissance de quelqu'un qui accorde plus de valeur à sa propre paix qu'à une politesse de façade. L'empathe transformé ne devient pas froid, sans cœur ou cruel. Non, il devient stratégiquement compatissant. Il cesse d'être la victime inconsciente pour devenir le guerrier conscient. Il cesse d'être celui qui essaie de plaire à tout le monde pour devenir celui qui se protège. Il n'est plus une éponge. Il devient un centre de pouvoir qui choisit, qui mérite vraiment son énergie, sa compréhension et sa compassion. Chapitre 7. L'empathe éveillée et le nouveau monde. Jung ne voyait pas seulement cette transformation comme une guérison personnelle. Il y voyait la prochaine étape évolutive de la conscience humaine. Le monde était désormais confronté à un nouveau type d'être humain, émotionnellement non manipulable. Si, à un moment de votre vie, vous vous êtes senti trop sensible. Si vos perceptions ont été constamment remises en question par les autres. Si vous avez vous-même vécu, ou êtes sur le point de vivre, le moment du protocole silencieux. Sachez ceci, vous n'êtes pas trop. Vous n'êtes pas difficile. Vous n'êtes pas compliqué. Vous êtes simplement incompatible avec des gens qui vous forcent à être moins que ce que vous êtes. Votre sensibilité n'est pas votre faiblesse. C'est votre plus grand super-pouvoir. Un empathe éveillé n'est pas dangereux pour les innocents. Il est dangereux pour ceux qui confondent la gentillesse avec la faiblesse. Il est dangereux pour les systèmes toxiques construits sur votre silence. Il est dangereux pour ceux qui pensent pouvoir exploiter votre empathie pour toujours. Le monde n'a pas besoin de plus d'empathes brisées qui s'excusent d'exister. Le monde a besoin d'empathes éveillés, qui peuvent tout ressentir tout en se protégeant, qui peuvent voir clairement tout en choisissant la compassion, qui peuvent aimer profondément tout en maintenant leurs limites comme de l'acier. Et les recherches de Jung prouvent que cette transformation n'est pas seulement possible. Elle est inévitable. Chaque empathe, tôt ou tard, sera confronté à ce moment de clarté. Cette trahison, cette douleur, cette dernière goutte qui brise le déni. La seule question est, allez-vous choisir cette transformation à travers un travail intérieur conscient? Ou laisserez-vous la vie la choisir pour vous, à travers une crise,